Pour replacer un peu le contexte de notre rassemblement, aujourd'hui nous sommes le 26 avril et c'est la journée nationale de mobilisation Retour sur Terre, stoppons les projets injustes et polluants près de chez nous. Face aux élections dans lesquelles nous n'avons pas vraiment confiance, nous devons lancer un signal de résistance fort. Nous ne plaçons aucun espoir dans des changements institutionnels du système et aujourd'hui, nous devons être le moteur du changement. Il nous reste 3 ans pour agir, dit le GIEC. Il est temps de prendre des mesures politiques fortes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour préserver la biodiversité, pour préserver la vie ici et ailleurs. Nous sommes ici à Langoët aujourd'hui pour dénoncer la filière porcine et le système agro-industriel. Et pour cela, nous avons décidé de co-organiser avec plusieurs organisations, comme par exemple le réseau Action Climat, la sauvegarde du Trégor, Stop Méthane Ploie, Attaque, les Coquelicots, Bretagne contre les fermes-usines, un procès. Un procès, par contre, que nous prenons en cours. Nous n'avons pas assisté à tout le procès. Aujourd'hui, c'est l'audition des victimes. Aujourd'hui, c'est le moment où on entend la défense des victimes. Et pour mener à bien ce procès, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre juge et notre présidente du tribunal, Madame la Présidente. Bonjour. Alors, pour comprendre si l'élevage industriel de cochons est néfaste, et dans quelle mesure, nous allons entendre une série de témoignages et de plaidoiries. Tout d'abord, le témoignage d'un paysan. Bonjour. Madame la Présidente, je viens témoigner de mes conditions de travail qui se dégradent, ainsi que de la longévité de mon activité mise à mal par la filière industrielle porcine. En effet, je tiens une ferme de porcs plein air depuis 20 ans, en GAEC avec mon frère depuis l'installation. Nous élevons des porcs de race Duroc, qui sont un peu roux et de grande taille avec un bon rendement de carcasse. La viande est persillée. Cette race, très rustique, convient très bien à l'élevage 100% plein air. De ce fait, nous élevons nos cochons toute l'année dehors. Ils ont des cabanes pour naître, s'abriter, se blottir l'hiver. Ils profitent de l'ombre de sous-bois au fond des parcours, l'ombre de sous-bois au fond des parcours en été. Nous produisons l'alimentation essentiellement sur nos 50 hectares de culture, blé fourragé, un mélange de triticale pois essentiellement, avoine, du colza, que nous prenons et nous pressons l'huile de colza que l'on vend en direct et le tourteau va dans la ratio. Avec ces méthodes de production, nos cochons poussent en 1 an minimum, voire 13 ou 14 mois si nécessaire, ce qui est plus de 2 fois plus long qu'en filière industrielle. Nous commercialisons entre 70 et 80 porcs par an, soit 1 ou 2 par semaine en circuit court. Magasin de producteurs sur commande et un marché par semaine. Avec mon frère, nous vivons chichement. Nous étions jusqu'à maintenant contents de notre activité. Du temps pour faire autre chose, pas beaucoup d'investissement, une clientèle fidèle qui nous encourage avec des super retours sur la qualité de la viande. Et nous n'avons jamais voulu faire toujours plus. Mais les normes de biosécurité ont commencé à devoir être mises en place. Pour l'ensemble de la filière porcine, Madame la Présidente, ces normes sont très utiles dans la filière industrielle en termes de traçabilité, de suivi sanitaire, mais très difficilement applicables pour nos élevages plein air. Et cela nous décourage vraiment beaucoup. Il nous faut maintenant avoir une clôture grillagée sur l'ensemble de nos parcours, doublée d'une clôture électrique de chaque côté du grillage. Gros investissement financier pour notre structure. Et quelle galère à entretenir.
De plus, il nous faut des zones d'élevage spécifiées, un cahier de traçabilité des visiteurs en prenant leurs coordonnées, interdire nos chiens sur la ferme, une entrée de ferme différente de la sortie, et le pire, nos enfants ne pourraient même pas venir nous voir ou traîner sur la ferme. Je le répète, ces normes sont sûrement utiles dans la filière industrielle, mais tellement décalées pour nos élevages, nos types d'élevage plein air. La mise en place des fameux triples protections de parcours est destinée à éviter le contact avec les sangliers qui pourraient être porteurs de peste porcine africaine. Une maladie qui fait trembler la filière industrielle. On peut la comparer à la grippe aviaire chez nos collègues volaillers. Une fois de plus, pour nos collègues volaillers plein air, le ministre leur a demandé pour la 2e année consécutive d'enfermer leurs bêtes 7 mois sur 12, voire 9 mois sur 12, pour ceux qui sont sur des territoires côtiers. Tout comme nous commençons à nous décourager. Des collègues ont récemment arrêté leur activité dans l'Ille-et-Vilaine et le Finistère, car ils ne voient pas le bout du tunnel, avec une perte de sens envers leur métier. Et le scandale est que de l'autre côté, quand la filière industrielle porcine est en crise, le gouvernement la rend floue à coups de millions d'euros, 240 millions d'euros récemment, et que l'on continue à laisser passer des projets d'agrandissement en port industriel en plein contexte de crise. Avec mon frère, nous estimons participer à l'économie du territoire, ainsi qu'à la transition agroécologique. Depuis 20 ans, nous sommes dans un système visant l'autonomie de la résilience. L'autonomie et la résilience. Et nous sommes, c'est sûr, bien plus résistants aux flambées de matières premières que la filière industrielle, tout en répondant à la demande sociétale. Pour finir, nous voyons bien que le modèle agricole dominant met à mal la filière plein air, en dégoûtant les porteurs de projets de s'installer en plein air, mais reçoit des millions d'euros d'aide pour un système à bout de souffle. Madame la Présidente, j'espère que votre jugement aidera à en finir avec le système de production industrielle. Merci monsieur pour ce témoignage. Écoutons ce qu'a à nous dire un cochon élevé dans un établissement industriel. Salut tout le monde. Pardon, j'oublie. Bonjour Madame la Présidente. Je suis un cochon. Enfin pas vraiment un cochon à part entière. Moi et mes congénères sommes des esclaves, dont la vie se déroule dans un univers concentrationnaire, si on peut appeler ça une vie. Jusqu'à l'âge de 8 semaines, j'ai disposé pour tout environnement d'un espace clos de 0,2 mètres carrés, 40 cm sur 50 cm. Comme on m'engraissait, il fallait bien pousser les limites. J'ai eu droit à 0,33 mètres carrés à partir de 9 semaines et 0,8 mètres carrés à partir de 17 semaines. À 1 mètre carré après 21 semaines et à 1,2 mètre carré depuis que je fais plus de 110 kilos. Ça, ce sont des normes label rouge prévues pour mon bien-être. Après cette non-vie, je serai transporté par camion. Je verrai peut-être un peu de paysage si je suis transporté comme dans une cage proche du bord extérieur de la remorque. Puis je serai abattu pour être mangé. Je ne connais pas les conditions de cet abattage, mais d'après les rumeurs dans l'usine, ce sera à l'image du traitement que nous subissons depuis notre naissance. Il paraît qu'il existe des élevages de plein air, dans lesquels nos besoins naturels sont satisfaits. On y dort confortablement, et le matin, on peut aller faire nos besoins loin de l'endroit où on dort. Ça change des caillebotis, sur lesquels on se tient toute la journée. En plein air, on passe ensuite une partie de notre journée à explorer l'environnement. Les jeunes, particulièrement joueurs et explorateurs, doivent être bien. On cherche tranquillement et sans stress de la nourriture
en fouillant le sol du groin. On mange de tout, de l'herbe, des fruits, des noix, des feuilles, des herbes, des champignons, des racines, des tubercules, des vers, des escargots, des larves, des charognes, des petits vertébrés, et même parfois des plus gros. Dans un élevage industriel, on est en général nourri à heure fixe, et il faut se dépêcher d'avaler sa ration. Et quand on cherche à frotter le sol du groin, aïe aïe aïe, évidemment, pas question de se reposer, de se vautrer, de se rouler sur le sol pendant des heures, comme on aime à faire pour réguler notre température corporelle. Et puis, on est toujours les uns sur les autres. Nous, les porcs, sommes des animaux très sociaux, mais nous avons aussi parfois besoin de respecter une distance minimale entre nous. Faute de quoi, il y a des conflits et même des comportements agressifs. Madame la Présidente, je n'en peux plus. Nous ne voulons pas être traités comme des marchandises inertes. Nous n'en pouvons plus de la répression de nos besoins naturels. Assez de mâchouiller les grilles, assez de balancer entre apathie et stress, assez de risquer d'être victime des virus qui prolifèrent dans les élevages industriels. Quitte à être mangé, autant avoir une vie joyeuse avant. Je ne veux pas que mes enfants et petits-enfants cochons vivent ce que j'ai vécu. Madame la Présidente, il faut condamner ce genre d'élevage, qui n'apporte que maladie et mal-être. Je vous remercie. Place maintenant à un autre animal qui nous exposera en quoi l'élevage industriel l'atteint. Madame la Présidente, vous me reconnaissez? C'est moi, la vache, celle qu'on a dit folle. C'était dans les années 90 quand les humains me faisaient avaler des farines animales. Mais je mange de l'herbe, moi. De l'herbe. Plus près le micro. Ils ont dû arrêter, ça les rendait malades eux aussi. J'ai adhéré, voilà 2 ans, à Stop Méthane Ploie. Une petite asso qui m'a prise pour emblème. Car depuis, ils continuent de m'enfermer, de m'entasser, de me faire bouffer des tourteaux de soja qu'ils font venir de l'autre bout de la planète et leur sacro-saint ensilage de maïs. Ce maïs gourmand en eau et en engrais qui envahit nos campagnes et me fait sacrément péter. J'avais entendu dire pourtant qu'ils ne voulaient plus que je pète. Retournement de situation. Il faut que je produise du méthane. Un gaz à effet de serre 25 fois plus polluant que le CO2. Oui, monsieur le méthaniseur. Vous avez bien votre place parmi le rang des accusés. Mon lait ne les intéresse plus. Ils cultivent mon caca. Ils mélangent ma noble bouse à une sauce immonde et une bonne dose de maïs. Toujours lui. 15% qu'ils disent, mon œil. La matière organique se change en gaz, ça fume de partout, méthane, CO2, ammoniac, protoxyde d'azote. Reste la sauce, allez hop, dans les champs. De quoi stimuler nos algues vertes sur nos belles plages. Bon, évidemment, pour tout ça, il faut m'entasser encore un peu plus. Pas question de disperser ma bonne bouse dans les champs. Direct dans les tuyaux. Mes bouses, je les répartissais harmonieusement sur les prés. Barre de coupe à l'avant, épandage à l'arrière, comme dit André Pochon, un homme sensé celui-là. Pas besoin d'engrais chimiques, ni de digesta. Je ne les comprends pas. L'herbe, personne d'autre que nous ne la mange. Pas vous les humains en tout cas. Ça pousse facile en Bretagne. Un beau petit mélange de trèfle blanc, si bon pour mon lait. Et de régras. Eh bien non. Il faut qu'ils dépensent, qu'ils s'endettent, qu'ils souffrent. Ils ne voient pas les prédateurs qui se cachent derrière les subventions et les promesses. Engie, Total Énergie et tous leurs petits copains de l'agrobusiness qui s'emparent de mon herbe, de votre bonne nourriture, de notre eau. Au secours! Allez, je suis trop bavarde. Je vous passe la parole, à vous les mangeurs de viande.
Merci. Nous allons maintenant entendre un humain. Présentez-vous, je vous prie. Bonjour, je suis mangeur de viande. Bonjour Madame la Présidente, je suis un mangeur de viande. J'aime me régaler de bonnes choses. Pas que de viande, je fais, comme on dit, 5 fruits, 5 légumes par jour. Je fais attention à ma santé. Je vous ai dit que j'aimais les bons produits. Les viandes goûteuses des animaux qui ont une alimentation saine et variée, qui ont été nourris au lait maternel, qui ont pris le temps de grandir tranquillement en plein air. Mais c'est difficile à trouver. Ces élevages-là, ils disparaissent, remplacés par des fermes-usines subventionnées par des aides publiques. Mais moi, je ne veux pas manger de viande d'usine boostée à coups d'antibiotiques, d'OGM, d'aliments pesticidés. J'ai du mal à croire que c'est bon pour la santé. Et qui peut croire que les humains sont à l'abri des virus? Qui, maintenant, trouve dans les élevages industriels des conditions propices à se multiplier, muter, se recombiner, passer la barrière de l'espèce et se retrouver chez l'humain? La vache, tout à l'heure, disait qu'on l'a rendue folle. On a vu les conséquences. Le Covid, bel exemple de zoonose. Et la grippe porcine, la transmission d'animal à humain, déjà, elle existe. La transmission d'humain à humain est redoutée par l'OMS. Et on joue avec le feu. En plus, l'OMS a officiellement classé la viande rouge, le porc est inclus, parmi les cancérigènes probables et les viandes transformées, comme la charcuterie, les nuggets, les cordons bleus, parmi les cancérigènes certains. Selon l'OMS, il faut donc en limiter la consommation. Des scientifiques et des nutritionnistes aussi affirment que pour être en bonne santé, il ne faudrait pas manger trop de viande. Que pour remplacer les protéines animales, on peut se tourner vers les lentilles ou les pois chiches, associés à des céréales complètes. C'est bien, c'est économique. Alors je comprends que j'ai vu des brochures dans le cartable de mon neveu qui expliquent pourquoi il faut manger de la viande. Mais pas de brochures expliquant comment manger autre chose. Elles ont été distribuées par la maîtresse après une sortie pédagogique à la ferme. La directrice a expliqué qu'elle avait été contactée directement par un interbev, l'interprofession du bétail et de la viande, et que c'était une sortie tout frais payé. Chez le médecin aussi, il y a des brochures gratuites, bien manger pour bien se nourrir, ou bien manger quand on est enceinte, qui sont signées par le Centre d'information des viandes. Et cette campagne de pub est organisée par Inapor, qui s'appelle Let's Talk About Pork. Ma sœur Juliette craque pour la couleur rose des cheveux de sa fille, qui est tellement heureuse de ne se priver de rien et de manger du porc. Elle est fan aussi d'Estelle, l'influenceuse qu'on voit sur les réseaux, la fille à côtelette. J'ai regardé ce que Interbev, Inapor, Civ, c'est comme ça qu'on les appelle des lobbies. Les lobbies sont au service d'intérêts privés, pas vraiment de notre santé. Alors les lobbies de la viande poussent à la consommation de viande, évidemment. Inapor, pour sa campagne, a même reçu des financements de l'Union européenne. Si je comprends bien, l'argent public sert à financer la consommation de porc industriel. Je voudrais y voir clair. Je voudrais que l'argent public permette de diffuser des infos de santé publique, que les lobbies n'entrent pas dans les écoles. Ils sont malins, ces lobbies. Ils financent des études sociologiques pour comprendre nos attentes et mieux y fourrer leurs produits. Ils vantent la viande française. Ils assimilent le régime flexitarien à la liberté. Ils utilisent les mots à la mode. Madame la Présidente, si des élevages industriels sont construits, il faudra l'avaler, toute cette viande. Autant élever correctement une qualité adaptée, pas de surépandage, des cochons bien traités, des vers de terre aussi, de la viande de bonne qualité. Voilà ce qu'il nous faut. Les pouvoirs publics ont une responsabilité, un rôle à jouer, celui de nous informer de façon claire et indépendante, celui de subventionner les filières saines. Je veux qu'on nous donne les clés pour savourer la vie et être en bonne santé. Merci.
Merci. Après ces témoignages, nous allons maintenant écouter la plaidoirie de la santé. Essaye, parce que ça siffle. Essaye voir. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Ça marche. Madame la Présidente, je suis la santé des êtres vivants, de tous les êtres vivants, des humains, des animaux, des plantes. Le projet d'agrandissement d'une porcherie industrielle à Langoat m'inquiète. En effet, ces porcs sont nourris dans les usines de tous les céréales qui viennent de pesticides et d'OGM venus du bout du monde. À l'heure où les scandales sanitaires sont fréquents, ces animaux destinés à nous nourrir, à nourrir nos enfants, à nos aînés, ne correspondent plus à la demande du consommateur. Pour ces raisons, nous refusons, Madame la Présidente, de mettre en danger notre santé, celle de nos enfants et de nos parents. Nous refuserons tout projet de ce type. La résistance à la malbouffe et au mal-être animal s'organise. Je vais vous lire donc le texte des coquelicots qui se bat contre les pesticides. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans, les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards, les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies, les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. Non, nous n'en voulons plus à aucun prix des pesticides. Nous exigeons, Madame la Présidente, protection. Nous exigeons à nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides en France. Assez de discours, des actes! Nous vous avons entendu. La parole est maintenant à la au représentant de l'humanité. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui le constat est clair, simple et limpide. L'humanité est victime de productivisme. C'est une drôle de situation. On se dit que pour favoriser des bonnes conditions de vie, il faut produire toujours plus. Mais en fait, la seule solution pour ma cliente, l'humanité, c'est de changer drastiquement le système de production. Alors je viens aujourd'hui exprimer mon incompréhension face à l'agrandissement de cette ferme-usine à cochons et plus largement l'ensemble de la filière porcine industrielle et du système auquel elle appartient, l'agro-industrie, qui requiert des conditions mortifères. C'est un véritable crime d'écocide. Madame la Présidente, j'aimerais attirer votre attention sur une circonstance aggravante des crimes écocides commis à l'encontre de ma cliente, que je rappelle, c'est l'humanité. En effet, l'humanité est toujours privée de sa souveraineté. Dans nombre d'endroits, la démocratie n'est pas une évidence. Or, en Bretagne, l'État est complaisant. Ici, à Langoat, elle est bafouée et en est réduite à une illusion. Je m'explique en 2 points. D'abord, les études d'impact qui reçoivent des avis favorables ne sont pas complètes. Il manque entre autres, dans l'étude de Langoat, une approche des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Les quantités d'azote émises dans l'air. Le projet n'est ni conditionné par l'acceptabilité du milieu, ni par l'état quantitatif et qualitatif des ressources.
De plus, aucun programme de réduction de la consommation ni de protection des ressources n'est présenté. L'enquête publique relative au projet, censée éclairer l'avis favorable au nom du préfet, comporte des observations du public sérieuses qui n'ont pas été prises en compte. À quoi sert ce procédé d'enquête publique? Est-il censé favoriser l'exercice de la souveraineté locale pour plus de démocratie? Ou bien sert-il simplement à en donner l'illusion? On se demande quand on constate comme ici que l'avis majoritaire des contributions est balayé sans considération. Mon deuxième exemple portera sur l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat. Pour rappel des faits, l'Assemblée citoyenne, après information et rencontre avec des experts agronomes, a élaboré un programme ambitieux de réappropriation du modèle agricole. Le programme prévoit un revirement massif des exploitations vers l'agroécologie, avec une volée de réformes qui permettront une production majoritairement agroécologique d'ici 2050. Cette projection va clairement à l'encontre des grandes instances financières agricoles. Ce projet d'extension de porcherie va clairement à l'encontre des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, et donc dans le sens des instances agricoles productivistes. On voit donc ici que les responsabilités politiques répondent davantage aux organismes financiers qu'à la société civile. La présence de ces organismes financiers dans les sphères de l'État caractérise l'existence d'un lobby qui prive ma cliente de son libre arbitre. Nous devons à ma cliente de nous battre pour l'amélioration de la qualité des eaux, de la préservation des milieux et pour protéger sa santé. Mais non, la filière porcine est soutenue par des aides publiques. Les élevages intensifs et hors sol se multiplient, tout en baissant leurs coûts de production. Dans un premier temps, les affaires vont bon train, c'est l'occasion d'investir dans l'immobilier, par exemple. Dans un second temps, les prix du porc baissent localement sur le marché mondial à cause de la surproduction et entraînent la chute des filières d'élevage de taille modeste, ici et jusqu'aux autres au bout du monde. C'est la crise et il est temps de faire pression par des manifestations musclées. Le lobby reçoit alors des aides publiques qu'il redistribue au sein de la filière. Les élevages peu enclins à la course de l'industrialisation sont évincés, les exploitations deviennent de plus en plus grosses et industrielles et on recommence. Par conséquent, nous requérons le démantèlement de l'agro-industrie et de son lobby. De plus, nous demandons en dommages et intérêts la restitution à ma cliente du pouvoir de décider démocratiquement de sa destinée. Merci. Merci maître pour cet exposé. Écoutons maintenant le témoignage du ver de terre. Madame la Présidente, vous comprendrez aisément que le ver de terre n'a pas pu se déplacer. Vous comprendrez que le ver de terre n'a pas pu se déplacer jusqu'ici. Il m'a donc transmis cette supplique que je vais vous lire. Je suis le ver de terre, laboureur infatigable depuis la nuit des temps. Ma modestie m'empêche d'énumérer tous les services que je rends au sol et aux jardiniers, professionnels ou amateurs. Ah non, je n'ai pas volé mon surnom d'architecte des sols fertiles. Grâce à mon prassage incessant, je rajeunis et j'aère les sols, je favorise la croissance des racines, j'ameublis la terre et facilite ainsi l'écoulement de l'eau. Et tout ça bénévolement, Madame la Présidente. Vous l'avez compris, je joue un rôle capital dans l'agriculture. Alors pourquoi cet acharnement contre moi? En effet, depuis quelque temps, je peine à la tâche. La terre est de plus en plus dure à travailler, du vrai béton parfois. La faute aux énormes engins qui parcourent les champs en les tassant, et tous ces produits nouveaux qu'on déverse pour, paraît-il, produire plus. Résultat, nous sommes de moins en moins nombreux, nous les vers de terre. Jadis, ça grouillait. Maintenant, pour rencontrer des potes, mais c'est pas le pire. Vous avez entendu parler du Digesta, Madame la Présidente? Ça vient d'une nouvelle usine qui produit du gaz
avec les cacas des animaux élevés dans de grandes prisons. Un méthaniseur, ça s'appelle. Avant, on répandait du fumier sur les champs et ça nourrissait la terre. Et puis nous aussi, les vers de terre. On appelait ça un engrais naturel. Rien à voir avec les engrais chimiques, ni avec ce digesta que, curieusement, les hommes appellent aussi engrais naturel, alors qu'il est privé du carbone indispensable pour l'équilibre des sols et qu'il contient un tas de cochonneries. Le plus grave, c'est que non seulement il nous affame, mais il nous tue, nous les vers de terre et autres habitants de l'humus, et en grande quantité. Le digesta va nous exterminer jusqu'au dernier, tout comme les abeilles. Et qui pourra nous remplacer? Tout ce gâchis, c'est à cause de l'élevage intensif. Plus les élevages seront importants, plus il y aura d'effluents à méthaniser et par conséquent, plus de digesta à épandre. La fin de mon espèce et de toutes celles qui grouillent sous terre est programmée. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Présidente, d'interdire les fermes-usines, les méthaniseurs et l'épandage du digesta génocidaire. Merci d'avoir été le porte-parole du Ver de Terre. Je demande à l'avocat de la biodiversité de prendre la parole. Madame la Présidente, bonjour. J'ai voulu venir ici non pas seulement témoigner, mais défendre la biodiversité, celle qu'on ne voit pas et qui souffre, mais pas seulement, qui meurt. Je suis ici le défenseur de la biodiversité aquatique et marine. Et j'ai voulu, par cet enclos, montrer justement par où passe tout ce qui pourrit et détruit le milieu aquatique. Cet enclos est un enclos, nous a dit monsieur le cochon, d'un cochon de 22 semaines, 1 mètre carré. Vous avez dans cet enclos la maison du cochon. Alors imaginez, là-bas, c'est la cuisine. À l'arrière, c'est les toilettes. À moins qu'on imagine que les toilettes ne soient tout simplement que en dessous. Et que tout ce qui est produit par un cochon de 22 semaines, et vous imaginez les dizaines de milliers qu'il y a ici, et les dizaines de milliers qu'il y a ailleurs, va verser progressivement jusqu'à la rivière, et des rivières jusqu'à la mer. Chaque cochon qui chie est un cochon industriel qui pollue. Alors, les résultats ne se font pas attendre. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Madame la Présidente, vous l'avez dit, il y a eu ici des personnes qui ont expliqué comment l'agriculture industrielle fait souffrir. L'agriculture industrielle est celle qui progressivement tue par tous les ingrédients qu'elle met dans la terre et qui de la terre vont à la rivière et de la rivière à la mer. Et donc, c'est ce résultat de cette pollution qui est ici devant vous. Parce que les rivières sont d'abord très sérieusement polluées. Et qui se souvient, personne bien sûr, de cette description des rivières que fait le premier encyclopédiste breton, le sire de Robien. En 1756, voilà ce qu'il dit des rivières. Les bords de toutes ces rivières bretonnes
présentent aux yeux une verdure charmante, couverte de toutes sortes de plantes aquatiques, et leurs eaux semées de diverses espèces de joncs, de toutes sortes, de glaïeuls, de prêles, de sparganium, de cochlearia britannica, de caquil, d'alcine littoralis, etc., de nymphéa, de macle, et autres plantes propres des rivières. Elles servent en même temps de retraite au fond des eaux, et justement, elles sont les habitats des poissons. Et la liste des poissons, elle est donnée. Ici, des tanches, des brochets, des perches, des brèmes et des gardons. Où sont tous ces poissons dans nos rivières? Disparus. Demandez aux pêcheurs, quand ils trouvent des truites, ce sont les truites d'importation qui ont été mises dans la rivière, et c'est peut-être les derniers poissons qui supportent justement le produit de cet élevage industriel. Mais ce n'est rien à côté de tout ce que subissent, Madame la Présidente, les espèces des estuaires et du littoral. Et donc, dans la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, par exemple, réserve naturelle, vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la longue litanie des animaux qui disparaissent. C'est tout simplement un jus putride que l'on peut voir ici, qui est le produit de la décomposition des algues vertes, qui s'appelle l'hydrogène sulfuré. Et vous vous doutez bien que quand un sanglier est capable de mourir, quand des hommes sont morts dans ces espaces-là, vous vous doutez bien que l'habitat est déjà définitivement détruit. Et donc, vous avez ici la liste, Madame la Présidente, de toutes les espèces qui devraient vivre. Le défenseur de l'humanité nous a dit tout à l'heure qu'il fallait effectivement penser aux hommes. Effectivement, il y a des hommes qui sont morts. Et donc, chaque fois sur les plages, le produit de cette agriculture industrielle qui transforme en marée verte et en marée verte en hydrogène sulfuré dans les sédiments, et donc les hommes risquent leur vie. Et les hommes sont morts, des hommes et des femmes, et des enfants, surtout des enfants, risquent leur vie. Mais, mes clients, les espèces ici du littoral, c'est pas qu'elles risquent de mourir, c'est qu'elles sont mortes. Et vous entendez déjà le glas qui tombe. Madame la Présidente, l'avis de décès est ici prononcé. C'est le glas pour toutes les espèces ici. Alors je peux en nommer quelques-unes de toutes ces espèces qui vivent dans le sable, qui vivent dans les vases des estuaires, qui sont des milieux extrêmement riches, édistes diversicolores, morts pour l'agriculture industrielle. Cerastodema édulé, mort pour l'agriculture industrielle. Sigalion matildae, mort pour l'agriculture industrielle. Curtielia bidentata, mort pour l'agriculture industrielle. Et Cerastoma édulé, eh bien, morte aussi pour l'agriculture industrielle. Toutes ces espèces-là sont mortes sur des hectares dans des réserves naturelles. Voilà la vérité. Une réserve naturelle qui est chargée de préserver la biodiversité et qui tue, Madame la Présidente, les espèces vivantes. Alors, comment ne pas s'offusquer de voir si brillants élus politiques, premier effectivement personnage de l'État, manifester sa profonde sympathie pour l'Europe, ce que je ne le reproche pas, mais de si mal respecter
les dispositions, Madame la Présidente, du Parlement européen. Parce que toute cette biodiversité qui meurt, ce n'est pas conforme aux institutions européennes. Que devient la directive eau de 2000? Je vais vous lire un des extraits de cette directive eau de 2000 qui montre que le code et les lois européennes ne sont même pas respectées en France. Parce que cette directive cadre dit bien ceci. La directive cadre engage les États à contribuer à atténuer quels effets? Eh bien, les effets des inondations, mais aussi à protéger les eaux territoriales et marines, à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et éliminer la pollution de l'environnement marin par une action communautaire au titre de l'article 16, paragraphe 3, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour l'environnement aquatique dans le but ultime d'obtenir dans l'environnement marin des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement. Donc, la directive cadre interdit des avis de décès tels qu'on vient de les donner. Alors, c'est beau de chanter l'Europe, c'est mieux d'appliquer ces règlements. C'est pour ça que cette agriculture industrielle en Bretagne, eh bien, si on veut qu'elle cesse, il faut aussi que le personnel politique prenne la juste dimension des engagements qu'ils prennent à Bruxelles pour que, Madame la Présidente, on en finisse. Donc je demande la condamnation de l'État français qui autorise une exploitation de ce type-là, comme tant d'autres en Bretagne, au nom de la législation européenne. Merci, Maître, pour cet exposé illustré. Nous allons maintenant entendre le climat. Ce sera le dernier plaignant avant d'entendre l'avocate de la défense. Merci Madame la Présidente. Donc, je suis le représentant du climat. Le climat, c'est la condition de vie indispensable pour toutes les espèces vivantes et pour l'humanité qui a pris la parole tout à l'heure. Le collectif Climat Trégor s'associe aux actions de toute taille qui sont menées dans la rue ce soir, un peu partout en France, dans le cadre de ce fameux retour sur Terre, stoppons les projets toxiques près de chez nous. Et si nous sommes partie plaignante ici, en voici la raison. Les scientifiques du GIEC, on vous le rappelle, nous ont donné 3 années pour espérer sauver l'humanité. Ici, à Langoat, comme à Plouisy, nous devons mettre fin à ces projets d'un autre temps. Et c'est ici en particulier le procès de l'élevage industriel que nous devons faire. Plus les fermes-usines gonflent, plus elles émettent de gaz à effet de serre. Portée majoritairement par un modèle productiviste, l'agriculture mondiale est responsable de 22% des gaz à effet de serre. En France, c'est 19%. En Bretagne, c'est 41%. 41% de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote. Ce gaz hilarant, il est en fait très inquiétant car il est de l'ordre de 300 fois plus impactant pour le climat que le CO2. Plus les fermes-usines gonflent, plus elles empoisonnent nos eaux en amont, comme en aval, de la terre à la mer. L'eau se charge de pesticides, d'azote, de phosphore, d'engrais chimiques et de fientes. Les algues vertes en sont un résultat catastrophique extrêmement visible. Plus elles gonflent ces fermes-usines, plus elles gonflent et plus elles consomment de céréales cultivées sur des surfaces immenses au détriment du développement d'une agroécologie paysanne et solidaire en Bretagne et partout dans le monde. Plus elles gonflent ces fermes-usines,
plus elle consomme de tourteaux de soja OGM produits en Amazonie, en exterminant des peuples autochtones et en détruisant la forêt, cette forêt justement qui est un puits de carbone qui nous est tant nécessaire. Quand les Pays-Bas et la Belgique projettent de diminuer de 30% leur production porcine, ici, certains veulent l'augmenter de 30% justement. Les exploitants agricoles sont réduits au rang de sous-traitants suréquipés, mais aussi surendettés. Croyez-vous que cela fasse leur bonheur ? C'est pourquoi nous demandons au tribunal de prendre les décisions nécessaires afin, tout d'abord, de stopper ces projets destructeurs et de soutenir, en second lieu, d'accompagner la résilience climatique des agriculteurs, comme le demandent les rapports du GIEC. Changeons le système, pas le climat. Merci, Madame la Présidente. Merci. Après cette série d'auditions de victimes et de plaignants, je demande à l'avocate de la défense de prendre la parole. Bonsoir. Certains d'entre vous pourront penser que je vais parler de nitrate d'azote et de marée verte. Pas du tout. Je vous ai entendu tous autant que vous êtes, témoins, plaignants, accusateurs, prophètes de malheur, nous marteler que l'agriculture, que l'élevage industriel fonçait dans une impasse économique, écologique, environnementale, sanitaire, alimentaire, sociale, et j'en passe. Eh bien, moi, je vous fais fort de vous donner des nouvelles positives, objectives, des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle. Monsieur Éric Bothorel, député La République En Marche de la circonscription, candidat à sa réélection, et que j'ai croisé le 12 avril dernier sur le marché de Paimpol, dès que je lui ai remis le tract, à peine le temps de lui dire que cette ferme-usine produirait 22 500 porcs par an, il m'a aussitôt coupé. Madame, 22 500 porcs produits par an, ce n'est pas de l'élevage industriel. L'élevage industriel, on le trouve en Chine, madame, dans le bâtiment à 13 étages décrit par Éric Orsena dans son livre sur le cochon. En Bretagne, il n'y a pas d'élevage industriel. Alors, si M. Bothorel et M. Orsena, grands spécialistes du cochon, le disent, reste plus qu'à mettre un bulletin Bothorel dans l'urne en juin prochain. Deuxième bonne nouvelle, il y a au moins une autre personnalité qui est d'accord avec M. Bothorel, c'est M. Thierry Burlot, costard-mauricain, ancien conseiller régional Boutet d'Or, qui s'est reconverti comme président de l'Office français de la biodiversité. Eh bien, le 14 juin 2021, sur le plateau de FR3 Bretagne, dans une vidéo qui a bien circulé, Burlot s'écrie, je cite, en levant les bras, « La ferme bretonne, elle est familiale, elle est de taille humaine. Qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est quoi cette histoire de ferme-usine ?» Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de ferme-usine en Bretagne, c'est le monsieur biodiversité qui le dit. Troisième bonne nouvelle. Avant le confinement de mars 2020, on n'était pas absolument certain que la pollution de l'air aux particules fines en Bretagne venait de l'ammoniac agricole, mais comme au printemps 2020, la circulation automobile a été diminuée de 80% et qu'on a quand même eu une alerte à la pollution aux particules fines sur le nord de la Bretagne, maintenant on est définitivement fixé sur l'origine de la pollution de l'air. Et puis attention, Airbrace mesure la pollution aux particules fines et les préfets sont informés des résultats, ce qui leur permet d'alerter les gens et de leur demander de ne pas faire de sport et de rester chez eux. Exemple très concret de cet avantage. Le vendredi 25 mars dernier, ma mère, 85 ans, m'appelle au téléphone et me dit « ça ne va pas, ça ne va pas du tout, j'ai du mal à respirer,
Je manque d'air et aujourd'hui c'est encore pire qu'hier. Je crois qu'il va falloir que j'appelle le médecin. Je l'ai aussitôt rassuré. Mais maman, si tu respires mal, c'est parce que l'air est pollué. Les agriculteurs sont en train de vider leurs fosses à lisier, tu sais bien. Et si tu lis ton journal, tu verras qu'il y a une alerte à la pollution de l'air et que les personnes fragiles comme toi ne doivent pas sortir. Pas la peine de voir le médecin. Il faut juste attendre que ça passe, que la météo change. Il fait beau, mais s'il pleut, ça ira mieux. Et donc, vous voyez bien, j'ai rassuré ma maman. Bon, je ne lui ai pas expliqué qu'Airbrace avait dit qu'il fallait continuer d'aérer sa maison. Ma maman n'aurait pas compris pourquoi il fallait faire entrer la pollution dans la maison et rester ensuite enfermé dedans. Et moi non plus, je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Alors, même chose pour la pollution chronique diffuse de l'air littoral à l'hydrogène sulfuré qui émane des algues vertes en putréfaction au fond de la baie de Saint-Brieuc. Ça, c'est la 4e nouvelle positive. Après 8 mois de combat contre M. Ronan Cerdran, président de l'agglo de Saint-Brieuc, qui est un peu têtu. Attention, je n'ai pas dit borné ou bête ou obtus, non, j'ai dit têtu. Donc, Alto Marée Verte a obtenu de M. Cerdran que la saison prochaine, les résultats des mesures de pollution commandées à Airbrace par l'agglo soient publiés tous les jours. Comme ça, si des riverains d'Illion, par exemple, se réveillent la nuit avec la nausée, par exemple, ils savent si ça vient d'une indigestion ou si ça vient de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniac, des mercaptans et des autres gaz. C'est une bonne nouvelle, non, ça? On avance. 5e information positive. Pour aider les éleveurs confrontés à la flambée des prix de la gamelle des animaux, le gouvernement a décidé dans son plan dit de résilience que les 300 000 hectares de jachères voulus par l'Union européenne pour préserver la biodiversité pourront être mis en culture pour nourrir les bestiaux. Mais attention, ces hectares resteront éligibles au paiement vert. Bah oui, quand même. Et puis, toujours dans le contexte de la guerre en Ukraine, le 21 mars dernier, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne ont décidé de renvoyer au calendrier grec le projet de règlement qui devait restreindre l'usage des engrais et des pesticides dont il a été beaucoup question auparavant. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, pour ne pas faire baisser les rendements, pardi, il faut que l'on continue, écoutez-moi bien, entendez-moi bien, il faut que l'on continue à surproduire, à produire un tiers de nourriture de plus que ce dont on a besoin. C'est la FNSEA qui le dit, je cite, pour produire assez de nourriture, pour produire assez, il faut produire trop. J'ai du mal parce que c'est un peu contre-intuitif et donc j'ai eu du mal à la lire cette phrase. Donc je répète, pour produire assez, il faut produire trop. Et ensuite, les surplus permettent d'embaucher des déductions fiscales lorsqu'ils servent à faire la charité aux 7 millions de pauvres qui émargent à l'aide alimentaire. Donc tout va bien, tout va très bien. Mais ce que je vous dis là, vous le saviez peut-être déjà. Par contre, ce qui se sait beaucoup moins, et c'est la 6e et dernière bonne nouvelle, c'est comment on fait pour continuer à distribuer sous l'appellation eau potable une eau qui dépasse la limite européenne de 0,1 microgramme par litre de pesticides et de métabolites, par exemple les amétolachlore ou le prosulfocarbe. Je vous explique. Si les dépassements ne durent pas plus de 30 jours par an, on considère que tout va bien, rien ne se passe. Au-delà de 30 jours, le distributeur d'eau obtient une dérogation valable 3 ans, renouvelable une fois 3 ans, le temps de mettre en place quoi ? Un plan d'action, bien sûr. Bon, en attendant, pas de panique. La fermeture du robinet n'est décrétée que si la quantité de pesticides atteint 510 microgrammes, soit 5000 fois la limite. Donc, vous voyez bien
qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas prêt de vous couper l'eau de votre robinet à cause des pesticides qu'elle contient. Que des bonnes nouvelles, quoi. Et puis, faut quand même que je vous dise l'essentiel. Pour terminer, l'enquête publique sur le projet d'extension de porcherie de Langoette a eu lieu. Comme vous le savez, le commissaire enquêteur a étudié le dossier, il a bien étudié le dossier et il a émis un avis favorable. Parce que quand même, des efforts importants sont consentis par la profession pour se mettre aux normes. Et croyez-moi, quand le préfet prend un arrêté d'autorisation, il a au préalable vérifié sur dossier que toutes les normes environnementales, européennes, françaises, législatives, réglementaires ont été respectées, et plus précisément que les bons chiffres sont notés dans les bonnes colonnes par le bureau d'études payé chèrement pour constituer le dossier. En conséquence, mesdames, messieurs, ne vous en déplaise, je ne vois pas comment monsieur le préfet pourrait refuser cette autorisation d'extension d'élevage. Merci, madame la présidente. Merci. Nous allons maintenant nous retirer pour délibérer. Pendant ces quelques minutes, vous allez profiter d'un intermède musical avec, je crois que c'est Distriville qui est arrivé, pour quelques minutes. Et nous serons de retour donc dans quelques minutes pour l'annonce du jugement. Et là, Oiseau est arrivé également.